Bonjour, je suis Frédéric Bézier, directeur général France et Luxembourg pour le groupe Hays, le leader mondial du recrutement spécialisé. Je vous souhaite la bienvenue sur Talent in Progress, le podcast qui vous transporte dans le monde du travail d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Talent in Progress. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre podcast Hugues Desenfants, directeur des ressources humaines du groupe Karl Storz. Bonjour Hugues. Bonjour Frédéric. Avec Hugues, nous vous parlerons aujourd'hui d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qu'on a déjà beaucoup travaillé dans le cadre de newsletters et d'informations au sein du groupe Hays et qui a fait, à mon sens, couler beaucoup d'encre dans l'ère post-Covid, à savoir comment concilier bien-être et performance en entreprise. Avant de commencer, Hugues, je vous demanderai de pouvoir vous présenter votre parcours et votre entreprise. Ok, bonjour à vous, bonjour à tous. Eh bien moi, je suis donc DRH de cette entreprise depuis 5 ans et demi maintenant. J'ai un parcours très orienté RH depuis une vingtaine d'années, à travers différents groupes français, japonais ou allemands pour ce dernier. Et je suis, on va dire, très orienté business. Donc la notion de performance me tient à cœur, tout comme bien évidemment le bien-être qui est pour moi au cœur de notre métier de DRH. Parfait. Première question, à mon avis, sur laquelle on peut commencer, et j'aime bien définir nos sujets comme ça, c'est de poser des définitions d'un thème, des thèmes emblématiques de ce qu'on fait. Pour vous, Hugues, au sein de votre entreprise et vos expériences DRH, est-ce que vous pourriez me définir, c'est un exercice un peu difficile que je vous demande, la notion de bien-être et de performance ? Alors je vais commencer par la performance parce que je vais dire c'est la plus facile. Voilà, c'est la capacité à réussir, la capacité à réaliser des objectifs, à les atteindre. Donc ça c'est relativement simple. Pour le bien-être, c'est différent. En tout cas dans son acceptation. Tout à fait. Je crois que c'est peut-être plus difficile à réaliser. Tout le monde c'est plus difficile, mais tout le monde est aligné sur cette définition. Oui. Après, le concept de bien-être est j'allais dire, multidimensionnel. Nous, aujourd'hui, on va s'attacher au bien-être professionnel, mais on a bien évidemment du bien-être psychologique, financier, émotionnel. Concernant le bien-être professionnel, pour moi, c'est la conjugaison de deux facteurs importants. Un, et j'y insiste en tant que DRH, c'est d'abord la notion de compétence. Est-ce que je suis compétent dans mon domaine pour pouvoir travailler correctement et me sentir bien dans mon travail ? Premier point. Et deuxième point, c'est l'environnement de travail. Est-ce que cet environnement de travail est harmonieux ? Si tel est le cas, eh bien, je considère que le bien-être est là. J'aime beaucoup le mot que vous employez, Hugues, d'harmonie. Souvent, dans les lectures qu'on a pu faire et ce qu'on lit et ce qu'on écrit, moi j'aime beaucoup lire sur ces thématiques de ressources humaines. C'est souvent les termes qui sont employés et rapprochés, c'est bien-être et bienveillance, qui sont aussi des thématiques RH qui ont beaucoup évolué, qui ont été mises en avant et qui sont souvent employées pour allier ces deux notions. La notion d'harmonie, je l'aime beaucoup aussi, parce qu'elle permet de parler d'alignement, finalement, et de peut-être justement arriver à rejoindre cette notion de bien-être et de performance. Vous, en tant que DRH, quel est votre rôle ? Qu'est-ce que vous faites pour justement générer de l'harmonie dans votre entreprise, et notamment autour de ces deux notions ? Eh bien, j'insiste d'abord sur un point qui me paraît important, c'est mettre en condition les salariés. Et mettre en condition les salariés dans une dynamique de performance et dans une dynamique de bien-être, c'est pas facile tous les jours pour un DRH. Donc, l'important pour moi, c'est de créer cette sérénité. Et créer cette sérénité, c'est basé sur plusieurs principes. À la fois avoir un leadership assuré et assumé. On parle aussi souvent de courage managérial ou de manque de courage managérial. Mais quand on est dans une notion de bien-être, il faut avoir le courage de dire les choses à ses collaborateurs. Ensuite, m'assurer que mes collaborateurs ou les collaborateurs de l'entreprise bénéficient d'une formation continue tout au long de leur vie. Parce que moi, j'ai besoin aussi d'assurer une employabilité à mes salariés pour que eux, ils arrivent sereins au bureau et sereins dans leur activité et dans leur cœur de métier. Et puis, troisièmement, pour moi, c'est laisser l'autonomie, responsabiliser les gens, c'est faire confiance en fait. Faire confiance aux gens. Je crois que pendant la période du Covid, quand on a découvert le télétravail, tout le monde s'est mis en télétravail. Et à cette occasion, nous qui n'avions pas cette habitude-là, eh bien, on a découvert que les salariés faisaient leur job correctement. On n'avait pas d'appréhension. Ouais. On a fait confiance aux gens. Et le retour est magnifique. Parce que finalement, voilà, c'est cette confiance qui est là. Ouais. Et ben, on peut, voilà, elle essaime un peu partout dans l'entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça, la dimension télétravail et cette confiance que vous avez créée, vous avez réussi. Vous savez qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui reviennent, qui aménagent autrement. Et je crois qu'il n'y a pas de bon choix là-dedans. Je pense qu'il faut aussi s'adapter à son contexte environnemental, à son entreprise, au type d'industrie dans lequel on est. Est-ce que vous avez réussi à faire perdurer cette confiance ? Oui, déjà, je dirais, nous avons été prudents
dans la mise en place du télétravail. D'accord. C'est vrai qu'il y a eu un certain nombre d'excès dans la mise en place de télétravail full week. Nous, on a été très prudents au départ. On a déjà mis un premier jour et ensuite un deuxième jour de télétravail. Mais cette notion de confiance et de sérénité a perduré. Bon, après, nous avons des familles de métiers qui sont pas forcément soumises au télétravail, comme nos ingénieurs technico-commerciaux sur le terrain. Voilà. Vous parlez de confiance et je pense que c'est vraiment une donnée essentielle du bien-être et de la performance et de la constitution en fait de ce qu'est une entreprise, c'est-à-dire un ensemble d'individus qui concourent à travailler pour la même chose. Pour moi, ces notions de bien-être et de performance, elles sont vraiment indissociables. Est-ce que pour autant vous avez le sentiment que c'est quelque chose de difficile et naturellement on n'aurait pas tendance à opposer, comme je le fais dans le sujet, bien-être et performance, et pourquoi autant de gens se disent c'est difficile de concilier la notion de performance et la notion de bien-être en entreprise? Alors, j'allais dire, pour réagir, tout le monde n'est pas en performance. On le voit aujourd'hui, le marché est difficile, donc on peut avoir aussi des entreprises qui sont en sous-performance ou qui n'ont pas de performance du tout. Oui. Donc, ce qui fait que derrière, ça génère du stress et ça génère, chez des gens, un phénomène d'incertitude et d'insécurité qui fait que, on n'est pas dans le bien-être professionnel dont on parlait au démarrage. Mais après, on peut créer les conditions. Et créer ces conditions, je le répète, c'est avoir un leadership qui fait confiance, avoir une communication aussi transparente vis-à-vis des gens, c'est avoir une honnêteté intellectuelle. Une honnêteté intellectuelle et d'une part, et ne pas être naïf non plus. Puisque pour moi, et je reviens à ce que je disais aussi tout à l'heure, n'oublions pas que nous sommes dans une entreprise, que la relation est d'abord contractuelle, avec un contrat de travail entre le salarié et l'employeur. Donc il faut bien faire attention à bien équilibrer tout ça pour éviter de tomber dans des poncifs, on va dire, sur la notion de bien-être et bienveillance. N'oublions pas que ce contrat peut être aussi rompu à n'importe quel moment, même si je crée les conditions du bien-être pour les salariés. Et souvent, les salariés peuvent se dire, et nos collaborateurs peuvent se dire, oui, mais ce couperet potentiel et cette relation contractuelle qu'on a ensemble vient altérer à cette notion de bien-être. Comment on arrive justement à réconcilier et la notion de courage, de transparence d'ailleurs qui vient, on pourrait parler aussi un peu politique. Souvent, les entreprises sont inéluctablement politiques et ça peut contrevenir au bien-être, à la performance parce que je crois que la dimension dans laquelle vous nous amiez, c'était aussi la dimension culturelle de l'entreprise, qui est sans doute un substrat au bien-être et à la performance d'entreprise. Comment vous arrivez un peu à réconcilier ce sujet de politique, de non-naïveté et d'honnêteté? Alors, j'ai peut-être une chance, l'entreprise dans laquelle je travaille, en tout cas pour la filiale française, est composée d'uniquement 120 salariés. Mais c'est quand même assez représentatif de la société au sens large. C'est clair. Je crois que je parlais d'honnêteté tout à l'heure, je parlais de franchise aussi, et de sincérité. Sincérité dans la communication qu'on doit avoir avec les salariés. Je crois que pendant un certain nombre d'années, les salariés ont été plus pris comme des enfants que comme des adultes. Donc ce qui fait que cette relation hiérarchique était très très posée, et c'est arrivé dans mon entreprise aussi, avant que je ne la rejoigne. Et je vois que le travail qu'on a pu impulser avec mon directeur général a fait que on a réussi à redynamiser la communication ouverte, et de permettre aux gens de parler avec sincérité, franchise et honnêteté. Comment vous avez réussi à faire ça? Très simplement parce que nous considérons les gens comme des adultes, nous leur parlons comme à des adultes, nous leur demandons d'atteindre la performance, nous leur offrons aussi les conditions de travail dans lesquelles ils doivent atteindre cette performance, et simplement le fait de faire ces choses, somme toute assez basiques, par de la politesse, par un bonjour, par un merci, par aussi un aspect de co-responsabilité, puisque ce bien-être et cette performance, c'est de la co-responsabilité entre le salarié et l'employeur. Donc chacun a un travail à faire de son côté. Le manager et le management doivent rassurer ses salariés, et les salariés aussi ont leur rôle, c'est-à-dire nous rassurer, nous, en tant que manager, pour dire, voilà, nous on avance, on vous suit, on est à vos côtés, et on voit que les objectifs sont clairs, sont précis, et ce qui fait que on se sent bien chez nous. Je suis très d'accord avec vous sur l'approche, la communication, la sincérité de ce qu'on fait. Comment, dans une entreprise, qu'elle soit une PME comme la vôtre, comme un grand groupe ou une TPE ou une start-up, parce que je crois que la question de bien-être
et vous avez raison de le souligner, elle ne dépend pas de la taille de l'entreprise. Je pense que déjà, générer du bien-être à 2, quand on monte une start-up, quand on crée une entreprise de toutes pièces, comme nous on l'a fait en France, à 6, et d'ailleurs c'est, je pense, une très grosse condition de succès, d'avoir du bien-être pour générer de la performance. Comment on arrive à le mesurer finalement? Parce que il existe beaucoup de plateformes, beaucoup de méthodes, beaucoup d'outils. Est-ce que vous avez déjà employé certaines de ces méthodes ou outils, et est-ce que ça a fonctionné pour vous? Oui, ça a fonctionné. Je vais vous détailler un petit peu ces outils-là. Le premier, c'est évidemment les enquêtes d'engagement qu'on fait auprès des salariés. Nous en avons lancé une en 2022 et une autre en 2023, et on a pu constater que cet engagement et ce bien-être était vraiment un élément fondamental de notre politique. Et le taux d'engagement chez nous dans la dernière enquête est de 82%. Donc c'est quelque chose qui est remarquable pour nous. Donc ça, c'est un premier élément, un premier indicateur. Ensuite, on va pas faire des enquêtes d'engagement tous les ans. Pour moi, il y a des choses qui sont très pragmatiques dans le rôle du DRH et très simples. 1, le climat social. Vous voyez le contenu des questions en réunion de CSE. Eh bien, déjà, vous sentez ou pas si les gens se sentent bien ou pas. Deuxièmement, le nombre de contentieux, le nombre de cas disciplinaires. Si vous voyez que vos contentieux sont bas et que vos cas disciplinaires sont bas aussi, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de soucis. Ça veut dire que le management ne fait pas remonter trop de difficultés, sachant, partant du principe qu'ils doivent nous les remonter, bien sûr. Le taux d'absentéisme aussi est quelque chose un élément remarquable, dans le sens où si on voit qu'il est bas, eh bien on peut dire que les gens se sentent bien et sont heureux de venir travailler. Nous, on l'a constaté de manière très très formel, quand on a rejoint cette entreprise, il y avait un taux d'absentisme qui était assez élevé à mon goût. Et depuis 5 ans, on voit une décrue du taux d'absentisme, même si évidemment il y a eu ce pic en 2020 avec le Covid. Et puis le dernier qui me paraît aussi important, c'est le taux de démission. Ça va vous intéresser en tant que cabinet de recrutement, mais moi, je fais en sorte de retenir les talents ou l'ensemble des collaborateurs pour m'assurer que les choses vont bien et que, je prends l'exemple, si un de nos commerciaux démissionne parce qu'il se sent pas bien, et bien pour moi c'est une couverture géographique qui n'est pas faite et évidemment un chiffre d'affaires qui n'est pas fait. Donc la performance risque de ne pas être atteinte. C'est clair. Et je suis là encore assez d'accord avec vous, la question souvent qui est posée par les collaborateurs d'entreprise, c'est peut-on être sincère dans ces enquêtes RH où justement on fait état de son bien-être? Alors, j'espère que oui. Et notamment au regard de ce que vous mettiez en avant tout à l'heure, c'est-à-dire le lien contractuel qui nous tient les uns les autres, en disant est-ce que fondamentalement je peux m'exprimer clairement, ou est-ce que il n'y a pas des managers qui nous poussent ou nous enjoignent à répondre de manière très favorable lors de ces enquêtes et du coup qui viennent biaiser la mesure du bien-être en entreprise? Alors, j'espère que les salariés et les collaborateurs ont confiance en nous. Déjà, c'est des questionnaires anonymes, donc c'est anonymisé. Ça aide. Voilà. Ouais. J'espère aussi, même si parfois il faut les relancer pour répondre, qu'ils ne subissent pas de pression de leur manager. Ça, j'en doute. Et puis surtout, c'est que je les prends pour des adultes. Oui. Donc j'ai confiance en eux. Ils ont envie de répondre, je ne suis pas content, ils le font. Et puis s'ils sont contents, ils le font aussi. Donc moi, voilà, j'ai pas d'a priori ou de préjugés là-dessus. Voilà, les gens savent. Et puis c'est tout un travail aussi d'occupation du terrain. Et je reviens à la question que vous me posiez tout à l'heure sur le rôle du DRH. Je pense que il faut aussi voir notre fonction. On parle souvent de HR, BP, business partner, etc. Mais dans la réalité, c'est quoi? Dans la réalité, c'est aller sur le terrain, rencontrer nos collaborateurs, discuter, échanger avec eux, échanger aussi avec nos clients pour voir de quelle manière on peut mieux travailler ensemble. Donc je pense que ça fait partie aussi de la notion de bien-être et de performance. Donc pour vous, le DRH a un rôle très important dans la mesure, la facilitation et de s'engager à ce que dans l'entreprise, il y ait un climat de bien-être qui va directement avoir un impact sur la performance. Est-ce que vous pensez que les DRH d'entreprise, dans votre environnement, les gens que vous côtoyez, ont cette notion justement d'impact direct sur la performance?
Oui, je le crois sincèrement parce que on le voit mais pour répondre de manière assez surprenante à votre question, on voit que les DRH s'approprient ces choses-là puisque il y a un certain nombre de DRH qui se mettent beaucoup de pression et qui ont beaucoup de pression et qui vivent eux un mal-être, mais dans leur propre fonction. Et on voit dans les sondages où voilà, l'affect prend le pas et il faut être attentif à ça et attentif à notre fonction parce que nous on récolte ce que la société avec un grand S nous apporte dans notre petite société avec un petit S. Qu'est-ce qui pourrait faire que dans une entreprise, on peut avoir une fonction RH qui s'assure du bien-être de ses salariés et qui pour autant ne performe pas? Est-ce que ça, c'est possible? Et qu'est-ce que ça signifie? Je crois que c'est possible. Mais tout ça dépend aussi des personnalités et de la capacité à gérer aussi la pression. On peut ne pas être performant, mais on peut être humain, sincère, franc, courtois, tout au long de sa vie, même en dehors de son environnement professionnel. Et je pense que cette stabilité émotionnelle est importante pour les gens, pour les rassurer, parce que le salarié aussi a besoin d'être rassuré, je l'ai déjà dit, et apporter cette sérénité au quotidien peut contrer la non-performance. Voilà, donc je pense que c'est tout à fait possible, et je l'espère. À l'inverse, j'aime bien faire les oppositions. Que signifie une entreprise dans laquelle il y a un très bon niveau de performance, voire de surperformance, et dans laquelle il n'y a pas de bien-être? Alors, qu'est-ce que ça signifie? Je pense que c'est aussi un aspect culturel, un aspect culturel, et vous en avez parlé tout à l'heure. Cette notion de culture d'entreprise est importante. On le voit, ça prédomine d'ailleurs sur la plupart des sites internet des entreprises. Mais au réel, qu'est-ce que ça veut dire? Là, je reviens sur ce que je disais, c'est être à l'écoute, c'est avoir le souci et le sens de l'autre, et ce sens de l'autre va pouvoir apporter une bonne réponse à ces situations-là. Souvent aussi, ce que moi je ressens et ce que je partage avec d'autres directeurs d'entreprise, avec d'autres DRH, il y a une question de conjoncture environnementale dans cette association de bien-être et de performance. Quand la conjoncture économique est potentiellement plus difficile ou affecte de manière directe un secteur d'activité ou une entreprise, et donc c'est une condition environnementale et non intrinsèque à l'entreprise qui vient dégrader sa performance. Est-ce que finalement la survie de l'entreprise ne vient pas mettre un peu en sourdine l'importance du bien-être de ses collaborateurs? Et est-ce que finalement les décisions qui peuvent être prises en entreprise de réorganisation pour s'adapter à un environnement économique moins favorable ne pousseraient pas les dirigeants d'entreprise et les DRH à oublier la partie bien-être, à arrêter d'investir sur cette dimension-là? Vous avez raison. Il faut qu'on garde un principe de réalité et de pragmatisme. On sait que tout ne va pas bien à l'extérieur, tout ne va forcément pas bien aussi à l'intérieur des entreprises, mais on doit se préparer à tout ça. Et se préparer à tout ça, c'est avoir le bon sens aussi. On le voit actuellement avec nos agriculteurs qui ont l'impression qu'on marche sur la tête. Donc il faut garder ce bon sens au sein de l'entreprise. Il faut aussi apporter et expliquer cette conjoncture aux salariés. On le fait à travers le CSE, on le fait aussi à travers les réunions d'équipe managériale. Et il faut aussi un leadership, qui soit à l'écoute et qui soutienne. Et voilà, mais surtout qui soit dans la communication pour pouvoir expliquer, rassurer et mettre en condition aussi les gens. Et c'est un peu, on arrive à la fin de notre épisode, Hugues. Une question que j'aime bien poser dans notre podcast, et j'aime bien faire un peu de futurologie, c'est finalement, on a le sentiment que le bien-être et la performance, c'est un trend du moment, et je l'ai beaucoup lu sur les 3-5 dernières années, et on s'est emparé de ce sujet-là aussi au sein de notre entreprise pour mener des discussions sur ces deux dimensions, sur sa conciliation, sur ce que l'un veut dire sans l'autre, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut se dire pour le futur? Est-ce que ces thématiques vont continuer d'être importantes pour les entreprises, ou est-ce que ça restera simplement dans l'ère post-Covid et ça aura été un phénomène momentané de la vie des entreprises et de ses collaborateurs? Ou est-ce que vous pensez au contraire que c'est un trend, un phénomène émergent qui est là pour rester, pour durer? Je pense bien sûr que ça va perdurer. Alors, contrairement à ce que vous dites, moi je pense que cette notion de bien-être, ou en tout cas de prise en considération, ne date pas que du Covid.
Je pense que les DRH font en sorte que leurs salariés soient dans le bien-être. Maintenant, il faut faire attention, et c'est là où moi je veux être prudent, c'est que ce bien-être et cette performance sous-tendent une notion de collectif. Pour moi. Et aujourd'hui, on voit un certain nombre de personnes qui décident à se mettre à leur compte, etc. Donc, on veut plus de CDI, on veut se donner un autre sens, on veut plus télétravailler. Mais je dirais attention à ça, parce que quand il n'y a plus de collectif, on perd aussi cette humanité, cet aspect important de la relation sociale dans l'entreprise. Et là, il peut y avoir des risques. Maintenant, pour le futur aussi, soyons prudents à ne pas faire de l'entreprise aussi... La maison, on peut tout faire, on peut tout avoir. Oui, l'entreprise doit faire attention au bien-être de ses salariés, mais que les salariés aussi prennent conscience que, en dehors de cette entreprise, ils doivent construire leur bien-être émotionnel, bien-être familial, sans forcément attendre de l'entreprise tout. L'entreprise n'est pas un tiroir-caisse. L'entreprise est là pour les aider à se construire professionnellement, humainement et socialement, bien sûr, mais elle ne peut pas tout faire. Donc, oui, j'espère que ce bien-être va perdurer, mais soyons prudents, soyons équilibrés dans ces notions de bien-être et de performance. Je rajoute une dernière question, Hugues. Justement, merci pour la thématique que vous abordez. Nous, on voit aujourd'hui des entreprises dans des schémas organisationnels différents émerger. Et vous avez raison, c'est sans doute pas un phénomène juste post-Covid, c'est un phénomène qui est au long cours, mais j'ai le sentiment qu'il a été plus marqué dans l'ère post-Covid. Et nous, aujourd'hui, on accompagne des structures d'entreprises qui ne souhaitent pas voir de salariés en CDI, en CDD ou de travailleurs intérimaires. On a des structures aujourd'hui qui souhaitent être complètement agiles. Je vais éviter les anglicismes parce que j'en ai plein qui me viennent dans la tête et cet environnement-là est plein d'anglicismes, mais je vous épargne. Et donc, on a aujourd'hui concrètement des entreprises avec quelques dirigeants, quelques collaborateurs qui montent une plateforme, une entreprise digitale, souvent, de mon observation, et qui ne s'entourent que de freelance. Je lisais aussi une étude de l'URSSAF récemment qui est très intéressante, qui date d'il y a 3 mois et qui faisait état des travailleurs indépendants en France, quel que soit le statut juridique dans lequel ils sont, c'est-à-dire micro-entrepreneurs, société unipersonnelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de statuts pour pouvoir travailler à son compte. Et donc, ça renvoie à l'idée d'ubérisation de la société qui a souvent été employée, dont certaines entreprises font le choix organisationnel de se dire « Ah, aujourd'hui, mieux vaut créer des alliances et des partenariats avec des experts indépendants, voire d'autres entreprises, plutôt que de devoir gérer une entreprise avec ses propres collaborateurs. » Et du coup, pour notre sujet aujourd'hui, je me pose la question de me dire qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Alors là, je force un peu le trait. Je parle d'un extrême. Je pense que la réalité de l'économie du futur, ça a sans doute 1 millier de nuances entre une entreprise qui n'a pas recours aux travailleurs indépendants et les entreprises qui n'auraient recours qu'à des travailleurs indépendants. Comment vous pensez que la notion justement de bien-être évoluera dans un monde qui potentiellement évoluera dans le schéma organisationnel que je viens de décrire ? Alors je vais être très franc avec vous, je suis assez dubitatif sur le fait que cette notion de bien-être perdurera dans des conditions comme celle-ci. Parce que je le disais tout à l'heure, le collectif a pour moi un sens très fort. Et dans nos entreprises, le fait d'être dans l'harmonie, c'est le fait qu'il y a plusieurs personnes autour de nous qui font en sorte qu'on se sente bien, parce qu'on met en avant une capacité, cette capacité elle est reconnue, et cette reconnaissance, on le voit tous les jours dans l'entreprise. Les gens ont besoin de reconnaissance. Si vous travaillez tout seul, certes vous pouvez être reconnu parce que vous allez développer votre chiffre d'affaires, mais si la relation n'est que financière et simplement stoppée par un contrat, liée par un contrat, il n'y a pas forcément de lien pas affectif, mais comme de lien humain et de lien social, j'ai peur que ce soit compliqué. Et je souhaite bonne chance puisque aujourd'hui, on le voit aussi encore, on parle de quête de sens chez bon nombre de jeunes collaborateurs. Et cette quête de sens, si ces personnes-là veulent travailler tout seuls, c'est difficile. Vous voulez donner un sens à votre vie, oui, mais il faut le construire avec d'autres. Et voilà, l'ubérisation, c'est une notion que je ne
connais pas vraiment bien, hein, mais à part dans les lectures au quotidien, est-ce qu'on peut voir ce qui se passe dans le monde de l'entreprise pour celles qui sont dans ce monde-là. Mais ouais, moi je suis un peu dubitatif. Hugues, merci beaucoup. On arrive à la fin de cet épisode. La question que pourraient se poser nos auditeurs, c'est s'ils étaient intéressés par rejoindre votre entreprise, quels sont les talents, les expertises dont vous avez besoin dans le cadre de votre entreprise et comment on fait pour vous rejoindre ? Alors, d'abord, je vais préciser un peu ce qu'on fait. Nous, on fait de l'endoscopie chirurgicale depuis 75 ans. C'est une entreprise familiale. Et nous sommes une filiale de distribution en France. Donc, on a 3 grandes familles de métiers. Une famille commerciale et marketing. Donc là, on a nos ingénieurs technico-commerciaux qui vont dans les blocs opératoires et qui vendent nos produits, nos solutions aux hôpitaux et aux cliniques en France. On a les fonctions support, où là, on a plus de l'administration des ventes, administration service, finance, tout ce qui est back-office. Et puis, les fonctions service, qui sont auprès du client pour faire des maintenances préventives auprès de nos clients. Voilà, donc c'est tout ce panel de collaborateurs que nous recherchons. Alors voilà, c'est principalement dans le domaine commercial, bien sûr. Dans le domaine commercial. Sur toute la France ? Sur toute la France. Sur toute la France, dans toutes les régions. D'accord. Voilà, avec des équipes dédiées et puis je crois savoir des gens qui se sentent bien. Pour rentrer en contact avec vous, comment on fait ? Vous avez un site web ? Nous avons un site web sur lequel on peut déposer un CV, une lettre de motivation. Tout à fait. Ou sinon, vous pouvez m'envoyer ça directement via mon post, votre profil LinkedIn. Exactement. Ouais. Ok, on arrive à la fin de ce podcast. Hugues, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Merci à vous. C'était un vrai plaisir. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Bientôt. Au revoir. Merci d'avoir été avec nous sur Talent in Progress. Si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de notre podcast, rendez-vous sur ace.fr et notre page LinkedIn.